Greenwich Village ne vient pas d'un radicalisme réel, mais plutôt d'une hypocrisie insouciante et d'un piètre maniérisme qui, sous couvert de radicalisme, constitue un moyen facile d'attirer l'attention. De tels radicaux ne sont pas dangereux, mais simplement ennuyeux, et occasionnellement répugnants lorsque leur attitude enfreint trop souvent les limites de la discrétion. De temps à autre, un réel talent émerge parmi eux, si bien qu'on ne peut les rejeter en masse, mais en général, ce sont des charlatans qui battent le rappel en tapant sur des casseroles parce qu'ils sont incapables de jouer du violon. Minables et pitoyables, mais guère impressionnants. La découverte de la caverne au Nouveau-Mexique est aussi hautement intéressante et d'une importance capitale, car elle forme un nouveau maillon dans la chaîne d'information ayant trait aux cultures perdues du monde occidental. Les 2 ou 3 dernières années ont certainement bouleversé un grand nombre d'hypothèses admises par l'anthropologie, surtout en ce qui concerne les périodes primitives dont il ne subsiste que des outils taillés à partir d'os et de silex, enfouis dans la roche et les sables. Les récentes découvertes de restes d'êtres humains pleinement développés, dans de très anciennes couches géologiques, repoussent la date de l'évolution humaine de façon stupéfiante, plaçant l'existence de la race à des millions d'années et non pas ces maigres 500 000 prétendus par les biologistes conservateurs du dernier quart de siècle. Aussi, il semblerait que la répartition des premiers hommes concerne un territoire bien plus vaste que ce qui fut tout d'abord conjecturé, incluant l'Afrique et l'Amérique ainsi que l'Asie. Les biologistes commencent à penser qu'avant l'ère glaciaire, plusieurs espèces ou genres humains, trop dissemblables pour être apparentés, existaient, y compris le nôtre, et que la dure compétition économique, imposée par la soudaine épreuve des mouvements glaciaires, a entraîné une lutte pour la survie dont seule notre espèce et celle des néandertaloïdes, anéantis en Europe et en Afrique il y a environ 30 000 ans avant Jésus-Christ, réussirent à émerger. Notre espèce semble s'être pleinement développée et distinguée par sa supériorité mentale il y a plus d'1 million d'années, si bien que son enfance doit remonter bien loin en arrière, à l'âge des grands mammifères. Il semblerait que nous constituions le plus ancien troupeau de bipèdes qui ait émergé des singes terrestres, avec une tête d'avance sur nos rivaux, ce qui nous a permis de tous les anéantir avant l'aube de l'histoire documentée. Tous les crânes semi-humains non développés qui ont été exhumés n'appartiennent pas à nos ancêtres, mais à d'autres races qui existaient quand notre espèce ressemblait déjà beaucoup à ce qu'elle est aujourd'hui. Quelque part dans les mornes steppes de Mongolie, sous de vastes couches de sable, de terre et d'autres fossiles, nous trouverons probablement dans le futur les vestiges de squelettes beaucoup plus anciens des tout premiers hommes qui étaient vraiment nos ancêtres directs. Le compte-rendu de l'origine des chansons enfantines est très intéressant. Ce n'est que depuis l'ère des grands philologues, Max Millet et les frères Grimm, que nous avons pris conscience de la très grande ancienneté de notre folklore enfantin le plus traditionnel. Aujourd'hui, nous réalisons que la plupart de nos comptines et contes de fées populaires font partie intégrante de la trame des mythes ariens, si bien qu'on peut trouver les prototypes de nombreux poèmes ou légendes d'aujourd'hui dans la plus ancienne littérature indienne, en sanskrit. Votre obéissant et humble serviteur, H.P. Lovecraft. À Maurice W. Moe. Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie 1929, 2 juillet. Athénagoras Cosmocrates, je vous salue. En ce qui concerne la vie de famille, je ne fais pas commerce de dogmes ni de vastes généralités. Il est des choses qui conviennent à certains tempéraments et d'autres à d'autres. Je ne doute pas que le mariage puisse devenir un arrangement permanent aussi commode qu'agréable lorsqu'il se trouve que les 2 parties nourrissent des potentialités parallèles, tant sur le plan spirituel que celui de l'imagination, des réactions similaires, ou du moins mutuellement compréhensibles aux mêmes aspects notables de l'environnement, la littérature, l'histoire et la réflexion philosophique et ainsi de suite, et des besoins et aspirations correspondants vis-à-vis du milieu géographique, social et intellectuel. Mais je me dois d'ajouter que je ne vois pas comment un couple, en dehors de la profession psychiatrique, peut bien déterminer si oui ou non il possède le parallélisme authentique, avant que le test réel de 2 à 3 ans de vie commune en famille ne l'ait dépouillé des réactions transitoires et superficielles causées par la nouveauté et la capacité d'adaptation naturelle, et n'ait fait ressortir les motivations fondamentales, profondes, tant sur le plan spirituel que celui de l'imagination, pour chacun. Les dites motivations constituant en fait la personnalité intime de chaque personne impliquée, et formant un noyau d'identité inviolable dont la sauvegarde est l'objectif inévitable et fondamental du mécanisme intellectuel émotionnel de tout être humain. C'est totalement une affaire de chance, à un degré plus ou moindre car les parties possèdent ou non la connaissance conférée par une vie entière,
ou sont naturellement bons. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.